Aujourd'hui, Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. On ne l'avait pas vu venir, celle-là, Donald Trump. On le sait, Mossad ces jours-ci envers le Canada, mais empêcher l'ouverture du nouveau pont Gordie Howe que le Canada termine là, de construire. Pour reprendre une vieille blague de mon enfance, Gordie Howe, si Trump est en maudit, alors on regarde par la fenêtre de la Maison-Blanche, il est en maudit. Il n'y a absolument aucun doute. C'est vrai et à répétition, il le manifeste depuis le discours de M. Carney à Davos. La dernière crise inscrite au tableau, c'était sur les avions canadiens, qui par ailleurs continuent de voler aux États-Unis. Ça aurait été évidemment très difficile pour les compagnies aériennes qui comptent sur ces avions de s'en passer du jour au lendemain. C'est une forme de pression, c'est une guerre psychologique probablement que mène le président. Et la dernière salve, c'est de dire, si vous nous en donnez pas la moitié de ce pont que les Canadiens ont construit, on va peut-être le fermer ou empêcher qu'il ne soit inauguré. Il pourrait théoriquement utiliser les pouvoirs exceptionnels qui lui sont conférés s'il pouvait justifier qu'il y a un risque peut-être d'invasion du Canada sur le sol américain, j'en sais strictement rien. C'est une solution parce qu'il y a engorgement à la frontière. Alors, le commerce est peut-être pas aussi bien portant qu'il l'a déjà été entre le Canada et les États-Unis, mais en direction du Michigan en particulier, il y a des besoins. Le vieux pont Ambassador est utilisé à capacité. Il y a peut-être un peu de ça, d'ailleurs, parce qu'il est la propriété d'une famille américaine qui fait de très bonnes affaires avec ce pont. Alors, sans jeu de mots vilain, c'est la famille Moron ou Moroon, qui voyait à ses affaires, avait fait OK, mais beaucoup de pression. j'ai vu des Américains là, qui disaient ça, qui disaient que la famille Maroon a probablement fait pression sur Trump et que c'est des gens plus républicains. Fait que c'est pas complètement ridicule que ça puisse être le cas, là. Non, mais ce n'est surtout pas dans un contexte où M. Trump n'a pas besoin de prétexte pour faire pression sur le Canada. Ça le deviendrait. Est-ce que d'une pierre deux coups, il peut dire à C'est la ça. famille, écoutez, je veille à vos intérêts et peut-être, wink, wink, petit clin d'œil, on se reverra au temps des élections. J'ai ici une petite bourse que j'aimerais bien remplir de contributions. C'est possible. Je veux même pas le spéculer parce que, encore une fois, il n'a besoin d'aucun prétexte pour être dans un Mais mode offensif avec le Canada. ce qui est Allez-y, fou, vas-y. Stéphane, c'est que lui, à partir de la Maison-Blanche, lance ça. Je sais pas si tu as vu les commentaires, les réactions des locaux. Là. Oublie la grosse politique. Les gens là, je parle même pas du côté canadien, je parle du côté américain. Là, les gens de Michigan. Détroit, les gens du Michigan, les locaux, ils disent, voyons, de quoi on parle, là, ce pont-là? On en a besoin, il va ouvrir certains. Il n'y a personne qui va empêcher ce pont-là d'ouvrir. C'est une logique pour eux implacable. Là. Il manque un pont, tout le monde le sait. Il y a du trafic, que ce pont-là, il va ouvrir. Ils comprennent même pas pourquoi, au-dessus de leur tête, quelqu'un qui n'est pas au courant du dossier. Sinon que symboliquement, voilà quelqu'un qui cherche à couper les ponts entre Oui, le je Canada et les comprends. États-Unis. Donc, il y a peut-être quelque chose de ça. La gouverneure de l'État au Michigan dit, il n'est pas question, on n'arrêtera rien. C'est destiné à être ouvert, c'est dans les prochaines semaines, prochains mois. Et je serais surpris, effectivement, qu'il installe des tanks à la sortie américaine du pont pour empêcher la circulation. Mais ça annonce le ton dans lequel se feront les négociations sur l'entente de libre-échange, clairement. Et c'est ça qui est, je dirais, le centre de ce qui se passe. C'est un président qui cherche tous les prétextes pour dire je vous attends au détour et je ne parierais pas que l'entente de libre-échange soit une affaire réglée d'avance. Il est tout à fait possible que dans les calculs politiques de Donald Trump, il se satisfasse à l'idée que ça ne fonctionne pas, y compris avec le Mexique. C'est tout à fait possible que le président décide ou qu'il décide de diviser pour régner, fasse avancer les négociations, par exemple, avec le Mexique séparément, et nous divise en disant regardez ce qui se passe chez les Mexicains, on est en train de s'aligner pour une entente, alors qu'avec le Canada, ça ne fonctionnerait pas. Puis je termine sur l'histoire du pont mystère. Ce qui est pour moi le plus bluffant, parce que c'est pas la première fois qu'il dit, c'est attention Canadiens, si vous vous entendez avec les Chinois, ils vont vous confisquer votre sport national et la Coupe Stanley. Ça ne fait évidemment aucun sens, Là, sinon que c'est si un on, euphémisme. non, mais sinon que plein de fois,
on a dit de Donald Trump, il dit des bêtises, puis après ça, tu comprends de quoi il parlait. Alors, j'en ai aucune idée, je n'annonce rien, mais en vertu de quoi il le dit, il y a certainement quelque chose derrière la tête. Ouais. Je ne suis pas en train Sauf que quand il dit que les Chinois vont nous voler la Coupe Stanley, je comprends qu'il n'est pas amateur de hockey, il est peut-être amateur plus de baseball, de football et de golf, mais il elle doit pas est savoir... partagée avec les Américains. Ben là, elle n'a pas été gagnée au Canada depuis 30 ans, Stéphane. Depuis 32 ans. Le hockey est le sport national, mais il se pratique aussi aux États-Unis et on va en savoir quelque chose. Et à date, c'est eux qui gagnent. Là. Il y a plus, probablement à cause des impôts élevés, on ne peut pas avoir des équipes aussi bonnes. Le Canada n'est plus compétitif jamais pour gagner la Coupe Stanley. Sur ces 32 années-là, je pense qu'on a eu une couple de fois, une fois Vancouver en finale, une couple de fois Edmonton en finale, puis on gagne pas. Fait que la Coupe Stanley, c'est une affaire américaine maintenant. Mais enfin. Bon, encore des retombées, là, des documents Epstein. Ben, c'est fabuleux parce qu'on se dit à un moment donné, on va être au bout de l'affaire. On n'est absolument pas au bout de l'affaire. Hier, 2 représentants ont eu accès à des documents non caviardés. Il est possible d'y avoir accès dans une pièce sécurisée au département de la justice. On doit se présenter avec un rendez-vous. Je parle évidemment de politiques qui sont représentés au Congrès. Tu n'as pas le droit de traîner ton téléphone. À la rigueur, un petit calepin de notes. Et il faut demander une autorisation pour aller consulter 24 heures d'avance. Alors, il y en a 2 qui se sont présentés. Tom Massey et puis un autre représentant de la Californie. Et au sortir, après 2h30, 3h, ils disent très rapidement, parce qu'il y a 3 millions de documents, je ne peux pas imaginer qu'il ait fait le tour, on a, nous, identifié 6 personnalités dont les noms avaient été caviardés et pour lesquels il n'y a pas de raison que leur identité soit protégée, compte tenu que ce qu'avait dit le département de la justice, c'est qu'il se souciait de faire en sorte que les victimes ou les gens qui ont informé la justice, leur identité à elles soit protégée. Or, dans les faits, c'est pas réussi parce qu'il y a quelques-unes de ces victimes dont les noms n'avaient pas été masqués sur le total des documents. C'est peut-être une erreur, ça se peut. Mais là, eux disent, on retrouve dans ce qu'on a vu 6 personnes qui n'ont pas vocation à avoir leur nom protégé, à moins qu'il y ait quelque chose que nous ne soupçonnons pas et que la justice ait délibérément choisi de protéger leur identité. Un haut responsable d'un gouvernement étranger. Alors, tu peux imaginer, je suis en France où en ce moment l'affaire Epstein, en particulier avec Jack Lang, mais pour d'autres raisons, fait que tout le monde est collé au plafond. On se dit, parce que un des rabatteurs de M. Epstein, c'était un agent dans une agence de mannequinat, Jean-Luc Brunel, qui s'est suicidé en 2022. Et l'affaire s'est éteinte judiciairement à la mort de Jean-Luc Brunel, mais plusieurs se demandent s'il n'y avait pas autour de lui d'autres qui ont facilité. Et il y a donc dans ces documents une personnalité à l'étranger, haut placée dans le gouvernement, disent les 2 politiques, et d'autres personnes influentes dont les noms ont été caviardés. Alors, est-ce qu'ils vont choisir de les rendre publics? Ils le pourraient grâce à leur immunité parlementaire. Pour l'instant, ils ont dit rien de la sorte, on va laisser à la justice le soin de réviser. Mais je te rappelle, ils ont été là pendant 2 heures. Peut-être savaient-ils précisément où aller, parce que des informateurs leur avaient dit... Oui, parce que sur autant de documents en 2 heures, t'effleures à peine... Évidemment, ce ne sont pas des pêcheurs qui se sont présentés dans l'espoir de remonter une truite grise dans le fond du lac. Ils sont allés avec un radar, ils savaient exactement où était le poisson, puis ils sont remontés avec 6 noms en 2 heures. Est-ce qu'il y en a d'autres dont les noms ont été caviardés? C'est la question. Et si de près ou de loin tu es complotiste, tu dis, comment se fait-il qu'il y ait des gens qui soient ainsi protégés? Et on n'ira pas au bout de l'affaire tant et aussi longtemps que tous les documents n'auront pas été publiés. Tu le sais, les familles, comme plusieurs des victimes et leurs avocats disent, il reste encore de nombreux documents qui sont inaccessibles, que la justice américaine n'a pas libérés. Alors, on n'est pas allé au bout de l'affaire et je pense que c'est le début d'un long cauchemar pour tous ceux qui soupçonnent dont le nom est présent dans les affaires Epstein. Mais j'avoue que c'est bizarre que 6... sur la quantité de révélations et de noms, pourquoi il y en aurait 6 dont le nom aurait été protégé? Ils ont-tu le bras encore plus long que les autres? Ils ont-tu une influence? Est-ce que c'est un accident, un hasard? On se pose vraiment toutes les questions. Le problème, c'est que tu peux spéculer à l'infini parce que justement, à chacun des nouveaux chapitres, il y a des questions qui se posent et des incongruités. Ou alors, ce ne sont pas des incongruités et c'est délibéré, on protège certaines personnes. Mais tant et aussi longtemps que ces gens-là ne répondront pas, et c'est pas parce que tu es nommé
citer que tu es coupable de quoi que ce soit, mais si on protège à répétition ton nom, c'est certainement que tu n'as peut-être pas la conscience tranquille. Un mot sur Cuba? Évidemment, pour les voyageurs qui espéraient aller se faire dorer la pilule à Cayo Coco, ça va être difficile. Et c'est surtout dans les circonstances, parce qu'on parlait de Trump et de la guerre sourde qu'il mène au Canada en ce moment, c'est surtout la preuve qu'il a l'intention d'aller jusqu'au bout avec Cuba. En frappant le Venezuela, il frappait Cuba, on le sait, parce qu'une des sources principales d'approvisionnement en pétrole, c'était le pétrole vénézuélien. Le robinet est fermé, ça va faire très mal. C'est un régime qui vit sous le coup de sanctions économiques depuis 1960. La différence, c'est que dans le cas de Trump, il a décidé d'être à la lettre, de respecter complètement tous les outils qui sont à sa disposition, y compris le fait d'avoir nommé le régime comme étant un appui au terrorisme. Ce qui fait que il n'y a pas beaucoup de banques en ce moment dans le monde qui ont envie de près ou de loin d'avoir des affaires avec Cuba parce que le Trésor américain a le bras très long. Et si on peut faire la démonstration que tu as eu des opérations bancaires sur Cuba, si tu as transigé avec eux, tu peux te retrouver dans le box des pénalités big time. Et là, c'est sur tous les fronts que Cuba est assiégé. Puis leurs alliés historiques, le Venezuela, mais même la Russie, dont la flotte fantôme de pétroliers circulait assez librement dans le monde, aujourd'hui fait gaffe parce que les Américains ont arraisonné plusieurs de ces pétroliers. C'est un message qui avait été envoyé à Vladimir Poutine. Et aujourd'hui, le régime n'a certainement pas, puis je parle de Moscou, les moyens de soutenir à bout de bras Cuba. Donc, c'est un bras de fer commencé depuis 1959 entre les Américains et les Cubains. Mais il faut voir que le régime castriste n'est plus en place. Raoul a passé le pouvoir en 2021. Il n'est plus secrétaire général du Parti communiste. Il y a une administration qui est encore là. Est-elle solide? Moi, je fais le pari qu'ils vont aller jusqu'au bout. Donald Trump veut solder les comptes et dire « c'est moi qui a ramené Cuba dans le giron de la famille américaine et de rétablir les intérêts de ces grandes familles cubaines qui ont quitté au fil des décennies, qui sont influentes et en général installées en Floride et qui ne demandent qu'un prétexte pour aller ouvrir leur business là-bas dans la mesure où le régime tombe. Et c'est peut-être une des premières fois où on peut concevoir que ça pourrait arriver. Parce qu'à chaque fois qu'un avion d'Air Canada ou d'un autre transporteur ne se rend pas, c'est de précieuses devises pour le gouvernement qui s'évaporent. Quand l'annonce a été faite dimanche, quand ton industrie numéro 1, c'est le tourisme, puis que tu annonces aux compagnies aériennes que tu n'as plus de kérosène pour faire le ravitaillement, que tu comprends que ça va mal, pas à peu près. Là. C'est-à-dire que tu n'as plus l'ingrédient de base de ton industrie numéro 1. Hey, merci,